Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette seconde partie de notre émission spéciale consacrée à l'économie du continent africain avec nos invités, M. Zézé Stanislas, PDG de Bloomfield, et M. Youssouf Karious, DG de Pulsar. Alors monsieur, au démarrage de l'émission qui a été diffusée la semaine dernière, nous avons évoqué les origines, l'historique un peu des économies africaines. Et j'aimerais maintenant qu'on parle des atouts, parce qu'il y en a, vous l'évoquiez, notamment les matières premières, mais vous n'êtes pas aussi sûr que ce soit un véritable atout. Monsieur Zézé Stanislas, pourquoi ces atouts naturels ne profitent pas à nos pays ni à leur population? Écoutez, comme je vous dis, c'est pourquoi je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment des atouts. Ce sont des actifs. Hein. On les a, ça nous appartient. Sauf que justement, l'utilisation qu'on en fait n'en fait pas vraiment des atouts. Puisque ces matières premières servent à faire des choses extraordinaires, mais qui sont faites par les Occidentaux, mais qui pourraient être faites par les Africains, parce que ça nécessite une certaine intelligence, ça nécessite une certaine organisation, une certaine recherche que les Africains sont capables de faire, parce que vous regardez de partout dans le monde, dans toutes ces structures qui justement transforment ces matières premières, vous avez des Africains à tous les niveaux, à tous les échelons, de la hiérarchie. Donc ça veut dire que les Africains sont capables. Donc il s'agit aujourd'hui de dire, pour que ça se transforme en atout, il faut que ces matières premières soient transformées au moins à 50%, 50 à 60% sur le continent en produits finis, pas en produits semi-finis. C'est très 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 important. Donc la politique et la réflexion devraient être justement centralisées sur cette industrialisation-là. Voilà, donnez-nous un exemple concret pour que les gens puissent bien comprendre. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, le cacao, je donne... Enfin, le cacao devenu le chocolat, je crois qu'ils le font, mais bon, le chocolat, il n'y a pas que le chocolat dans le cacao, il y a les produits cosmétiques, il y a un certain nombre de produits dérivés du cacao qui sont produits, le cosmétique déjà par exemple. Vous voyez, l'industrie du cosmétique, c'est énormissime. Pourquoi premier pays exportateur de cacao devrait ensuite aller importer des produits cosmétiques qui sont des dérivés du cacao? Ça n'a pas beaucoup de sens. Il devrait avoir une industrie cosmétique en Côte d'Ivoire dérivée à base de cacao. Ça devrait être le cas. Vous avez des matières premières qui servent à fabriquer des téléphones, à fabriquer des voitures, à fabriquer des avions, à fabriquer tout ce que vous voulez. Mais pourquoi ce n'est pas fait sur le continent? Enfin, je veux dire, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Il me semble que ce sont des choix qui sont faits, des choix de politique. Vous regardez, par exemple, dans nos pays, la recherche et le développement, ce n'est pas quelque chose qui semble être prioritaire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'investissement dans la recherche et le développement qui allait certainement permettre de sortir des solutions de transformation de ces matières premières-là. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est que du potentiel. Ce sont des actifs, mais ça ne représente pas vraiment, pour moi, un atout tant qu'on ne tant qu'on ne transforme pas ces produits, enfin, ces matières premières jusqu'à devenir des produits. Donc on doit y mettre une valeur ajoutée pour pouvoir avoir un retour gagnant. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous permettra de vraiment capitaliser sur ces matières premières-là, et puis créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse, créer peut-être 10, 20, 30 fois plus de richesse que juste exporter des matières premières brutes. On le voit et on voit l'aberration d'être des pays exportateurs de matières premières et nous sommes consommateurs de produits finis qui coûtent 50, 100, 150 fois plus cher que si on les avait fabriqués sur place. Donc tout ça, c'est des choses qui réfléchissent, c'est des développements. On ne peut pas dire que l'Afrique a que 60 ans d'indépendance, ça ne veut absolument rien dire. Prenez des pays comme Singapour, vous prenez le Vietnam, vous prenez tous ces pays-là. Vietnam, d'ailleurs, qui ont été complètement dévasté avec la guerre dans les années 70 et aujourd'hui qui sont une puissance économique. Vous prenez Singapour, qui venait prendre ses plans de développement ici en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui une puissance financière. Donc, à la fin de la journée, on revient toujours à la même chose. Les choix qui sont opérés, le mode de fonctionnement, que ce soit les modèles qui sont mis en place, qui vont permettre de soit capitaliser sur ce qu'on a, ou vont permettre d'avoir des systèmes qui semblent ne pas avancer. Mais on va, si vous voulez, on va mettre l'accent, regardez, et puis on va mettre l'accent sur des petites victoires et s'enorgueiller. Des petites victoires, on a des petites victoires comme ça,
où on se dit, bon, écoutez, vous voyez, ça marche bien, hein, ça marche. Non, il faut un plan holistique, un plan globalisé qui permettrait de faire avancer tout le pays, pas juste une ville. Parce que vous regardez le développement, il n'est pas équilibré du tout. Vous avez les capitales africaines qui sont développées, le reste du pays... délaissé. Vous parlez de la démographie à l'instant, M. Karios. C'est un enjeu majeur hein, sur le plan politique et aussi économique. Comment influe-t-elle l'économie? Parce que vous le disiez que c'était un atout. C'est un atout, mais c'est aussi un gros challenge. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, les taux de croissance, ça n'éduque pas, ça ne soigne pas. Ça ne permet pas forcément aux gens de vivre mieux, globalement. Et le challenge, il est là. C'est que quand vous avez 3% de population en plus chaque année, parce que la croissance démographique, elle est autour de ça aujourd'hui, c'est autant de challenges sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, parce que ces populations-là qui se rajoutent à vos populations existantes, c'est bien des gens qui, si vous ne leur donnez aucune perspective d'emploi demain, ben, ça devient un risque. C'est une charge, vous voulez dire? C'est non seulement une charge, mais ça peut devenir un risque extrêmement important, un risque sécuritaire. Ça peut se transformer en guerre civile si vous avez tout un tas de populations qui ne mangent pas à sa faim. Naturellement, et on ne pourra pas leur en vouloir. Donc, en fait, le challenge, il est là, si vous voulez. Maintenant, si elle est bien utilisée, si ces personnes-là sont bien formées, ça devient un avantage extrêmement important. Quoi, en termes de main-d'œuvre? En termes de main-d'œuvre, vous savez, on est dans un système où, par exemple, aujourd'hui, on le sait, il manque sur le marché des ouvriers qualifiés. Parce qu'effectivement, tous les secteurs d'activité qui nécessitent un capital humain qualifié sont démunis aujourd'hui. Mais malheureusement, on a des systèmes éducatifs qui sont encore orientés, en fait, si vous voulez, comme à l'époque de la post-colonie. C'est-à-dire qu'à l'époque de la post-colonie, on formait des administrateurs. On formait des administrateurs pour la gestion. Et encore aujourd'hui, on retrouve en fait des logiques coloniales, en fait, dans la manière dont la manière dont sont orientés les systèmes éducatifs. Et ça, c'est des choses qu'il faut, à mon sens, révolutionner, complètement retourner, pour que la main-d'œuvre disponible soit formée correctement au service des secteurs d'activité qui en ont besoin. Mais vous le disiez aussi tout à l'heure que c'est aussi potentiellement un marché. Alors, vous savez, il y a aussi des questions peut-être un peu plus techniques, mais qui a trait, par exemple, à comment sont financées vos retraites. Vous savez, aujourd'hui, c'est des questions fondamentales pour des pays comme le Japon, pour des pays comme l'Allemagne, qui voient leur population vieillir et qui voient de moins en moins de main-d'œuvre active pour assurer justement ce service des retraites-là. Nous, on est dans la situation complètement inverse, où on a de plus en plus de personnes sur le marché de l'emploi, et de moins en moins de vieux. Alors de moins en moins de vieux parce qu'aussi on a de très grosses lacunes sur le plan sanitaire, donc on a une très faible espérance de vie, mais c'est aussi un système, si vous voulez, de retraite en réalité, qui est plutôt intéressant dans le sens de l'investissement. C'est-à-dire que tous ces acteurs nouveaux qui viennent travailler, qui viennent avec leur force de travail, contribuent à la CNPS, par exemple en Côte d'Ivoire, qui devient un fonds de pension extrêmement intéressant avec une puissance d'investissement qui est colossale. Et dès lors que vous avez cette puissance d'investissement nouvelle qui continue de grossir avec le taux de croissance démographique, ben ça vous donne la latitude pour un État comme la Côte d'Ivoire d'investir dans des infrastructures, d'avoir une politique publique d'investissement qui peut être extrêmement soutenue et extrêmement intéressante. Mais si tant est, comme vous le disiez avant, que ces personnes-là travaillent, donc cotisent, mais pas qu'elles viennent remplir le contingent des chômeurs. Donc, si tant est qu'elles sont bien formées, voilà. Effectivement. Donc, mais vous le disiez quelque part, 70% de la population sur le continent africain a moins de 20 ans. Comment cette donnée impacte là aussi l'aspect économique? C'est aussi un marché de consommateurs potentiels qui, naturellement, alors s'ils sont éduqués, s'ils sont mis au travail, vont acheter. Et donc, naturellement, vont contribuer à faire croître l'économie dans son ensemble parce que, justement, ce sont des consommateurs. C'est tout un marché. Pourquoi est-ce que la Chine intéresse autant les pays occidentaux? Parce que la Chine, c'est un marché de plus d'1,5 milliard de personnes. Et l'Afrique, pourquoi est-ce que le potentiel de l'Afrique intéresse aussi les mêmes acteurs? Parce que l'Afrique est déjà 1,2 milliard et avec le taux de croissance démographique sera beaucoup plus de ce nombre-là dans les années à venir. Donc c'est un marché à saisir si on a la capacité à bien le saisir et à bien l'organiser. Mais il faut qu'il soit, pour moi, au bénéfice d'abord des acteurs locaux. Et c'est le coche qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit encore une fois exploité par des acteurs internationaux, là où nous-mêmes, acteurs locaux, nous avons du mal à tirer bénéfice de cette situation.
On va revenir à la croissance. Entre 2000 et 2015, le continent a connu une croissance rapide, vous le disiez tout à l'heure, mais les inégalités de revenus se sont aussi développées. On se demande quand même sur quoi repose la croissance de nos États. Parce qu'on nous affiche toujours des chiffres à faire pâlir l'Europe. Non, je crois que le plus important, c'est pas sur, enfin, Youssouf parlera de ce sur quoi ça repose. Moi, je suis plus concerné par la redistribution. Il faut qu'on comprenne pourquoi cet indicateur, quel est l'intérêt de cet indicateur, et on va venir sur le côté non inclusif de cette croissance. Mais je comprends l'idée qu'il y a derrière votre question. Effectivement, c'est un indicateur qui est imparfait. Vous savez, le taux de croissance, alors pour simplifier pour vos téléspectateurs, c'est si vous voulez, quand vous êtes une entreprise, vous vendez par exemple, vous achetez et vous vendez. Donc vous construisez une certaine valeur ajoutée parce que vous achetez, vous apportez de la valeur à ce que vous achetez et vous revendez sur le marché. Donc la différence entre ce que vous achetez et vous vendez, ça constitue une sorte, donc la valeur ajoutée, et la somme de toutes ces valeurs ajoutées de toutes les entreprises de notre économie constitue en fait ce qu'on appelle le PIB. Et donc naturellement, quand vous avez un taux de croissance, ce taux de croissance veut dire que en fait, l'ensemble des acteurs de votre économie a positivement progressé. Donc c'est un indicateur qui en soi est intéressant pour savoir comment est-ce que votre environnement privé progresse. Maintenant, là où effectivement il y a des imperfections, et Stan pourra compléter là-dessus certainement, c'est un indicateur qui ne vous dit pas que vous vivez mieux qu'hier. Venons aux aspects négatifs, à toutes les faiblesses du système économique africain, et on va commencer par la malgouvernance. Vous en parliez avant le démarrage de l'émission. On a l'impression que c'est vraiment la problématique essentiel pour comprendre pourquoi tous ces dysfonctionnements. Évidemment, quand on parle de gouvernance, il faut comprendre que ce n'est pas corruption. Enfin, je dis, quand on parle de gouvernance, je veux dire, la gouvernance, c'est l'ensemble des mécanismes même qui permettent justement de gérer l'économie, qui gérer le système économique et politique. Maintenant, c'est l'organisation de cette gouvernance-là qui pose problème. On a parlé de la concentration de pouvoir qui ne permet pas de justement avoir un système de contrôle, un mécanisme en place de contrôle et de suivi des politiques ou des mises en place des politiques ou des décisions qui sont prises. Donc évidemment, il y a faille dans le système pour commencer. Ça, c'est la première chose. Évidemment, c'est ça qui va susciter la corruption et tout le reste. Parce que si vous n'avez pas un système de contrôle, évidemment, vous avez du mal à endiguer la corruption. Il faut un système de contrôle ne peut pas être basé sur un système d'autocontrôle qui n'est pas forcément efficace, puisque ce sont des hommes qui mettent ce système d'autocontrôle. Un équilibre de pouvoir qui permet d'avoir un système de contrôle externe. Par exemple, vous avez l'exécutif, il faudrait que le législatif joue pleinement son rôle de contrôle sur l'exécutif et que le judiciaire soit un organisme très indépendant qui vient trancher. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'on a dans les systèmes africains. Et tant qu'on n'a pas ça, on aura du mal à parler d'endiguer la malgouvernance. Ce sera juste pas possible, c'est de l'utopie. Il y a un très très bon indicateur en réalité de ce qu'on appelle la malgouvernance. Pour moi, un très très bon indicateur, c'est l'efficience dans les dépenses. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites d'un franc CFA qui passe en investissement dans le système administratif ? Qu'est-ce qu'on fait ailleurs d'un même franc CFA qui passe dans les systèmes administratifs? Quand vous comparez en réalité l'efficacité de l'administration, l'efficacité administrative dans l'exécution de la dépense d'investissement, ça vous donne un excellent indicateur de votre capacité à faire preuve de bonne gouvernance, si vous voulez. L'impact, il est où? C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire de l'investissement public, si vous mettez 10 ans là où on a capacité à mettre 1 an, c'est 9 ans de perdu, et donc c'est aussi de l'argent de perdu, c'est du bien-être de perdu, et c'est du service public de perdu. L'efficacité administrative, c'est une des clés du développement. Absolument. Si vous mettez 2 ans à attribuer, à sortir des actes simples qui permettent d'investir là où d'autres mettent 1 an, forcément les gens iront investir ailleurs, c'est naturel. Donc pour moi, l'efficacité administrative, ce n'est pas une question de corruption, effectivement, comme Stan le disait, c'est d'abord une question d'organisation et d'efficacité dans la manière dont vous êtes organisé. Si vous êtes organisé de façon non efficiente, ça se ressent tout de suite, pas seulement sur les investissements publics, mais aussi sur les investissements privés.
Parce que quand vous accueillez des investisseurs qui sont censés être là pour 10 ans, alors pour nous qui sommes fonds d'investissement par exemple, nous avons une maturité. Nous avons 10 ans de gestion sur un véhicule d'investissement. Sur les 10 ans, vous avez 3 ans de phase d'investissement. Si vous avez une administration qui met 2 ans à vous donner un permis de construire, par exemple, pour en revenir à l'immobilier, ben, en réalité, vous n'êtes plus efficient. C'est plus intéressant pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a effectivement des impacts qui sont, même sur le privé, qui peuvent être extrêmement importants, sans même tenir compte de la partie corruption. Je crois, juste pour ajouter sur ça rapidement, je crois qu'aujourd'hui, dans le modèle qui doit être mis en place, et d'ailleurs qui a commencé dans certains pays de façon, sans définir vraiment un modèle, c'est commencer si vous voulez, à partager l'investissement public sur les infrastructures, des grosses infrastructures, avec le secteur privé, à travers des systèmes qu'on appelle les BOT, Build, Own and Transfer, dans le système où le secteur public construit l'infrastructure, se rémunère sur l'infrastructure. Donc on parle d'infrastructure publique, mais payante. Parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que, vu le déficit en infrastructure sur le continent, les gouvernements seuls ne pourront pas combler ce déficit-là. Mais ceci dit, si le secteur privé qui est dans une logique de bénéfice investit, il faut bien qu'il soit remboursé. Donc, ce qui a causé un gros problème si vous voulez, dans l'accumulation de la dette des pays africains, c'est justement investir dans de grosses infrastructures publiques qui sont gratuites. Donc évidemment, il y a ensuite un budget d'entretien à mettre en place. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans beaucoup de pays africains, vous avez de grosses infrastructures qui généralement ne sont pas entretenues. Donc aujourd'hui, cette logique de partager avec le secteur privé et d'éduquer les gens à comprendre que ce n'est pas parce que c'est public que ça doit être gratuit. Public, ça veut dire que tout le monde peut y accéder, contrairement à privé où on peut limiter les accès. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être gratuit. Vous allez dans des pays comme les États-Unis, les universités publiques sont payantes. Mais leur logique... Mais on n'a pas le même niveau de vie. Non, mais payante, ça ne veut pas dire que c'est le même montant. Après, après les coûts, c'est une négociation. Mais la logique même de penser que tout ce qui est construit et public doit être gratuit, on ne va jamais y arriver. On a un choix à faire en Afrique. Est-ce qu'on veut avoir des infrastructures qui se développent rapidement pour permettre de créer un environnement qui soit attractif à l'investissement, ou alors on va prendre le temps, 300-400 ans, pour construire des infrastructures publiques gratuites, mais seulement faites par l'État, jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc il y a un choix à faire. Et je crois que le choix, c'est celui d'avancer rapidement, donc c'est celui d'accepter aujourd'hui qu'il y ait des infrastructures. Vous avez ici le pont à péage qui est payant, 500 francs, ce n'est pas la mer à boire. Mais ceci dit, vous avez un pont à péage qui est rémunéré. 500 francs, ce n'est pas la mer à boire, mais quelqu'un qui on se trouve avec un salaire, on va dire le salaire de base qui est de 60 000 francs CFA, il n'a pas de voiture. Il a payé 500 francs. Il n'a pas de voiture. Voilà, logiquement, donc, il doit dire, en avoir. évidemment, il y a le problème se parce pose que ça, voilà, sur le quotidien, oui, mais ça sauf va. qu'on déplace des fois les problèmes. Celui qui touche 60 000 francs, qui touche 100 000, il n'a pas de voiture. Donc la problématique de pont à péage n'est pas sa problématique. Donc si on ramène cas, tout... mais celui qui n'a pas la voiture et qui touche 60 000 francs est plus représentatif de la population. Cette somme-là est plus... Même si donc, vous faites le pont gratuit, même si le pont est gratuit, il ne passera pas. Non, mais il passe à ce moment-là, il plateau. On n'a pas dit que celui qui n'a pas les moyens se déplace plus. En termes de rentabilité, ce sont seulement ceux qui ont les moyens qui sont négligeables par rapport à la masse. Parler de la rentabilité de ces infrastructures qu'il faut financer. Mais c'est pourquoi c'est sur 40 ans, c'est sur 30 ans. Fatim, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pont à péage semble à perte, honnêtement? Non, je n'en sais rien. Bon, moi, il ne me semble pas. Mais en fait, pour moi, l'idée, c'est pas de dire que ceux qui n'ont pas les moyens se déplacent plus. C'est de construire des alternatives plus rapides, parfois, qui permettent à ceux qui ont envie d'être plus rapides de payer une contrepartie à la force publique pour que, justement, l'entretien et la création de cette rapidité, entre guillemets, soit quelque chose qui permette au privé de prendre sa place sur l'investissement de base, là où l'État ne peut pas investir. Revenons sur la gestion politique de l'économie africaine. Selon Jean-François Médard, le patrimonialisme est un mode de gouvernement fondé sur une forme de domination personnelle, empruntant à la fois à la tradition et surtout à l'arbitraire. Et dans cette situation, le chef, notamment généralement les chefs d'État, traitent toutes les affaires comme s'ils agissaient de propriété privée. Messieurs, est-ce que nous sommes dans des situations de patrimonialisme en Afrique? Oui, de toute évidence. Il n'y a pas besoin de
de fuir le débat, mais je crois que c'est l'environnement qui s'y prête, c'est l'environnement qui crée justement ce mode de gouvernance. Et de toute façon, qu'un président lui parte et qu'un autre vienne, il fera exactement la même chose, parce qu'il se retrouve justement dans cet environnement-là. Donc il s'agit de faire des réformes profondes, parce que ce type de gouvernance... Des réformes institutionnelles. Oui, de grosses réformes institutionnelles. Il faut avoir la volonté politique de vraiment le faire. Parce que de toute façon, comme je dis, même des gens qui sont dans l'opposition, quand ils viennent au pouvoir, ils feront exactement la même chose, parce que ça les arrange. Ce système arrange l'exécutif. Donc il s'agit de rééquilibrer le pouvoir, mais avec une constitution qui soit respectée après. Mais le respect, c'est quoi? Ce sont les hommes. C'est cette volonté politique de vraiment changer les choses. Sinon, on pouvait avoir la meilleure constitution du monde. Si les gens ne l'appliquent pas et que vous avez les pouvoirs qui sont concentrés et qu'on ne permet pas aux autres, justement, d'intervenir dans le jeu politique, forcément, ça pose un problème. Mais ça, c'est une volonté de vouloir bien faire. Okay? Comme je dis, aujourd'hui, dans la majorité des pays africains, vous avez ce système-là concentré dans l'exécutif. Et même dans l'exécutif, vous avez l'attitude des gens de l'exécutif qui font que le pouvoir est finalement concentré dans une seule personne, qui est le chef de l'État, qui ne peut pas tout faire, qui ne peut pas tout voir, qui ne peut pas tout gérer. Mais évidemment, l'attitude des gens autour font qu'on se retrouve dans cette situation-là. On a l'impression que vous décrivez un état de droit et on pensait être dans des états de droit sous-tropiques. Visiblement, non. J'aimerais qu'on s'attarde. C'est pas une question. Enfin, c'est pas nootropique en réalité. Je pense que c'est un peu le cas partout. Voilà. C'est que la tentation. Compris, voilà, c'est que la tentation est très forte en fait. Absolument. En réalité. Ouais. Mais c'est peut-être plus subtil de l'autre côté. Parce que les contre-pouvoirs aussi existent, sont plus forts. Les contre-pouvoirs existent et tout le monde comprend l'importance de ces contre-pouvoirs. C'est pourquoi ça fonctionne. Est-ce que ça freine aussi la liberté d'entreprendre, puisqu'on n'a pas de garantie dans cette expérience-là? Si, mais surtout, la clé pour moi, c'est vraiment si vous voulez, de dépersonnaliser les institutions. Vous savez, quand on dit qu'un homme d'État incarne le pouvoir, il n'est pas le pouvoir. Il incarne le pouvoir. Parce que le pouvoir, en soi, est concentré au sein d'une institution dans laquelle, lui, il rentre. Il n'est pas ad vitam aeternum dans cette institution. Donc, à tous les niveaux, en réalité, à tous les niveaux de responsabilité, il y a des personnes qui sont censées incarner un certain pouvoir. C'est pour ça, moi, je suis plutôt pour un État fort, si vous voulez, dans une économie comme la nôtre, où on a beaucoup de choses structurelles à bâtir. Mais un État fort ne veut pas dire une personne qui incarne le pouvoir qui est plus forte que les autres. Ça veut dire une personne qui incarne un pouvoir qui, effectivement, est fort, donc qui a la capacité de prendre des décisions qui ont un impact positif qui peut être exacerbé, mais négatif aussi qui peut être exacerbé. Alors, on parle de l'État depuis tout à l'heure. Je vais nous demander quand même si l'État seul peut avoir la responsabilité du développement d'un pays. Comment inciter le secteur privé aussi à consolider le développement d'un pays? Est-ce qu'on doit juste se reposer sur l'État? Ce n'est pas que... le rôle de l'État, ce n'est pas de développer un pays. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions, justement, pour que le secteur privé, justement, développe. L'État fait des investissements d'infrastructures, va créer un cadre juridique, légal, de suivi, d'autorisation. C'est pourquoi Youssouf a parlé tout à l'heure d'une administration efficace et efficiente. Donc tout ça, c'est la base du développement. Maintenant, le rôle du secteur privé, c'est justement de créer cette richesse-là, de créer ces emplois, d'investir. Mais le rôle régalien de l'État, c'est de créer cet environnement. Donc personne, l'État, si vous voulez, l'État qui fait tout, ça n'existe plus. Voilà, non, l'État-providence, ça n'existe plus. Et l'État doit être présent que là où là où on a besoin qu'il soit présent, créer cet environnement. Mais c'est pas l'État le rôle de l'État n'est pas de créer des emplois, par exemple. L'État crée des emplois pour la logique de faire fonctionner l'administration, point barre. Mais l'État ne crée pas des emplois extra pour les gens qui réduire le chômage, pour réduire le chômage, par exemple. Ça, c'est le secteur privé qui doit absorber. C'est pourquoi il y a des États qui ont commencé à impliquer de façon significative le secteur privé. Nous sommes dans un pays, d'ailleurs, nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a décidé que le secteur privé devrait être de plus en plus impliqué.
Dans le plan de développement 2016-2020, je crois, la logique est que le secteur privé finance 63% de ce plan-là. C'est quand même énorme. Donc c'est vraiment une vraie logique d'introduire le secteur privé. Ça, c'est une bonne chose. Mais après, dans la pratique, il faut qu'il y ait un vrai partenariat public-privé pour mettre en application justement ce plan-là. Mais surtout, un partenariat public-privé pour concevoir les politiques publiques de développement. Il faudrait que ce soit fait de commun accord, de sorte à ce que les politiques publiques qui sont mises en place correspondent à la réalité du terrain. Mais regardez un petit peu l'exemple du Rwanda, par exemple. L'État rwandais, ce n'est pas une puissance d'investissement en soi. C'est un État fort, effectivement, comme on disait tout à l'heure, mais c'est un État qui a su réorganiser en réalité son économie. Et c'est ça la clé, c'est que justement l'organisation que vous allez mettre en place va avoir un effet un petit peu boule de neige sur l'ensemble des acteurs du privé qui vont savoir et pouvoir en tirer parti en réalité. L'Union africaine avait désigné 2018 comme l'année pour gagner la lutte contre la corruption, mais malheureusement, on peut croire que ce n'est pas gagné. Selon le rapport 2018 de Transparency International, le continent est la région du monde où la corruption est la plus forte. Pouvez-vous nous expliquer ou mesurer l'impact de la corruption sur l'économie? Honnêtement, moi, je me méfie grandement de ce type d'institution qui nous donne des vérités établies. Honnêtement, moi, je ne suis pas certain que la corruption soit plus exacerbée en Afrique qu'elle ne l'est en Occident. Vous savez, prenez le paysage politique des pays occidentaux. Une grande proportion de ce paysage politique a déjà été condamnée pour des faits de corruption parfois ou pour d'autres choses. Je veux dire, c'est pas forcément le cas chez nous, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que nous, les gens peuvent être reconnus coupables par la justice? C'est compliqué, effectivement. C'est là où, effectivement, je rejoins un petit peu ce qui est dit. De là à dire qu'on est systématiquement plus corrompu que les autres, personnellement, je ne pense pas. Je vois un petit peu les pratiques qui se font ailleurs. Très sincèrement, je ne pense pas qu'on soit ailleurs dans des environnements où il y a zéro corruption, qu'on soit en France, aux États-Unis ou peu importe. Je pense qu'en fait, on est dans des modèles qui sont peut-être un peu plus opaques sur ces questions-là ailleurs qu'ici. Ici, on le voit, on le palpe, parce qu'effectivement, ça redescend à beaucoup de niveaux, si vous voulez, de l'administration. Youssouf l'a bien dit, hein. Ce n'est pas que la corruption n'existe pas ailleurs, mais c'est plus difficile de la combattre ici. Pourquoi? À cause du mode de gouvernance. Et on revient à la logique d'équilibre de pouvoir et de la possibilité, justement, du judiciaire de poursuivre le genre de l'exécutif et si vous voulez, de législatif d'enquêter sur les gens de l'exécutif. Parce que généralement, ce sont les gens de l'exécutif qui gèrent les budgets. Okay? Donc, la capacité de pouvoir les contrôler, les suivre et les poursuivre, si c'est établi, évidemment, ça devient plus efficace de combattre la corruption. Dans les pays occidentaux, c'est établi. Donc c'est pourquoi, comme il a dit, il y a des jugements qui sont faits, il y a des condamnations. Ici, il n'y en a pas parce que ce n'est pas établi. Qui initie cette enquête de corruption? Qui va juger? Bon, justement, ils ne vont pas initier, non, évidemment. Et comme le pouvoir est concentré, donc comment vous faites? Est-ce que quelqu'un une commission parlementaire peut se mettre en place pour des soupçons et commencer à enquêter sur ces soupçons et ensuite inculper et fait juger par une justice indépendante? Le modèle politique mis en place ne permet pas justement de combattre de façon efficace la corruption. Parce que même quand vous voyez dans certains pays, on vous met en place des autorités de bonne gouvernance et tout ça, quel est le pouvoir? Quel est le pouvoir? Enfin, à un moment donné, je crois qu'il est important, c'est ce que je dis, hein, les Africains peuvent continuer à faire semblant de créer des choses pour dire qu'ils créent, pour qu'on tique les marques dans Doing Business et tout ce que vous voulez. Mais à la fin de la journée, s'ils veulent vraiment changer les choses, ce qu'il faut mettre en place est connu. Il faut une vraie volonté politique de vraiment équilibrer. Équilibrer le pouvoir, ça voudrait dire réduire le pouvoir de l'exécutif pour en donner aux autres aussi. Donc cette logique d'accepter la réduction du pouvoir pour pouvoir distribuer équitablement est, si vous voulez, le fondement même de la bataille contre la corruption. Mais tant qu'on n'arrive pas à ça, comme je vous dis, les gouvernements se succèdent. Hein.
Mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce que dès que les autres arrivent, ben, ça les arrange, ce système. Donc il faut une cassure, il faut une rupture absolue et drastique en réalité. Vous savez, il y a 6 ans, je ne sais pas si tu te souviens, Stan, on disait sur les questions de développement, ici même chez Bloomfield, qu'il ne pourrait pas y avoir de développement d'un pays comme le nôtre sans décentralisation. Ouais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'État central, on le voit, le budget de l'État, ce n'est pas un budget qui permet de faire du développement sur toute l'étendue du territoire. C'est impossible en réalité. Donc il y a une nécessité forte d'accélérer les systèmes de décentralisation pour que le relais du développement soit pris par les régions, par les collectivités territoriales qui, elles, sont encore plus proches des besoins du terrain. Donc, tant que ce processus-là n'a pas lieu, ce sera un développement de façade parce que l'État central n'en a pas les moyens en réalité. Donc, c'est vrai, beaucoup de pouvoir concentré, c'est bien, mais l'efficacité en termes de développement reste à démontrer. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour votre contribution. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire.